Yop les amis, si vous aimez cette vidéo laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Donc là tout le monde sait Buggy et Lulu. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale. Première qu'on fait à ce genre-là, on va espérer que ça vous plaît. Dans le fond, on va faire un peu des vidéos comme le style Squeezie, un squad, c'est ça. horreur. Un style horreur. Comme Squeezie fait, on trouve ça très passionnant et on aimerait ça essayer ça aussi. C'est une histoire réelle. Fait qu'on commence tout de suite. Donc, l'histoire se passe la première nuit de février, dans le 1er février, en 1959. C'est 9 randonneurs et skieurs qui sont partis faire une expédition. Puis, c'était le soir dans les montagnes de Russie. Ils ont mis un campement, des tentes, tout ça. Ils se sont installés. Puis, pour passer une bonne nuit de sommeil. Mais on sait que quelque chose d'horrible est arrivé. Parce qu'ils n'en sont jamais venus. 25 jours après l'incident, donc le 26 février, leur tente abandonnée fut retrouvée complètement déchirée de l'intérieur, dans les environs. On pouvait distinguer les empreintes de pieds du groupe, certains portant des chaussettes, certains étaient pieds nus ou certains avaient les souliers complètement déchirés. Donc on suppose qu'ils se sont enfuis très vite de leur tente, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui les menaçait, qu'ils avaient peur, ils n'ont pas eu le temps de mettre leurs souliers, ils sont partis directement. Puis là, les autorités ont retrouvé 2 corps dans un boisé à quelques mètres de là. La scène suggérait sûrement une mort par hypothermie parce qu'ils étaient tous en soupènement. Tous les 2 corps retrouvés étaient en soupènement. Et dans les montagnes, c'est un climat très froid. Donc, pour l'instant, on suppose que c'est une mort par hypothermie. Et on se doute qu'ils étaient gelés, car 25 jours dans le froid, dans les montagnes, c'est sûr qu'on est gelé bord en bord. Toutefois, des mois plus tard, on a retrouvé les 7 autres corps qui étaient encore disparus, puis on les a examinés. Dans le fond, la théorie de l'hypothermie n'était comme. Il n'avait plus de sens. Il y avait un corps qui avait clairement reçu un coup brutal par un poing ou un arme. Il y avait un autre corps qui avait vomi du sang. Il y a un autre corps qui présentait des brûlures, plein de brûlures au 3e degré. Puis, comme ça ne suffisait pas, il y a un cadavre qui a perdu sa langue. Et certains vêtements plus loin ont été retrouvés radioactifs. Donc, il y a plusieurs théories qui expliquent cela, mais dans les prochains instants, on va tout vous expliquer les théories possibles. Parfait. Donc, les théories sont les suivantes. Donc, une intervention du KGB. Une surdose de drogue. On est même allé jusqu'à dire que c'était une invasion extraterrestre. Une anomalie liée à la gravité. Ou même une version russe du Yeti. Une documentariste a récemment suggéré une nouvelle théorie, bien réelle, les infrasons. Dans le fond, le vent, mêlé à la topographie des liens, crée des ondes sonores à peine perceptibles par l'oreille humaine. Ce phénomène peut provoquer des nausées, de la panique, un sentiment de terreur, de la nervosité, des frissons, de la difficulté à respirer et un rythme cardiaque vraiment plus rapide. Un consensus apparaît dans tout ceci. Les tristes événements furent la conséquence d'une force écrasante et possiblement inhumaine. Donc, ce qui a pu causer leur mort était en fait une force qu'on ne sait pas encore, qui est très dangereuse pour l'humain. Et on espère que dans les prochaines années, on va découvrir ce qui a pu causer la mort de ces 9 campeurs. Donc, on passe à la deuxième histoire. Donc, le 24 novembre 1971. Donc, ça fait seulement 40 ans. C'est pas très vieux. Donc, Dan Cooper, qu'on surnomme D.B. Cooper, à cause d'une erreur des médias, embarqué comme passager au bord du vol 305 de Northwest Airlines, du Portland à destination de Seattle. Un simple vol de 30 minutes. Il fut décrit par les autres passagers et les personnes à bord comme un homme dans la mi-quarantaine, vêtu d'un veston foncé, d'une cravate noire, avec une pince nacrée et d'une chemise blanche savamment pressée. Il s'est rendu à son siège, s'est allumé une cigarette, car on se souvient, c'est l'année 1971, c'était légal. C'est
pas très intelligent, mais c'était légal. Et poliment, commander un bourbon et un soda. Payé comptant. Peu de temps après le décollage, il a donné une note manuscrite à une hôtesse de l'air de 23 ans qui l'a complètement ignorée, croyant qu'il s'agissait d'un numéro de téléphone du passager. C'est alors que Dan dit à l'hôtesse: Mademoiselle, vous devriez vraiment lire cette note. J'ai une bombe. Les mots exacts utilisés font partie du mystère, car l'homme a aussi repris sa note une fois lue. On sait toutefois qu'il réclamait 200 000 $, 4 parachutes et un camion-citerne rempli d'essence à l'aéroport de Seattle afin de refaire le plein dès l'arrivée de l'avion. L'hôtesse a fait part de ses demandes au capitaine et le président de la compagnie aérienne a assuré sa pleine collaboration. Les autres passagers ignoraient totalement ce qui se tramait, croyant que les détails liés à l'atterrissage étaient dus à des ennuis mécaniques. L'avion s'est posé à 17h39. Un employé de Northwest Airlines a tout de suite apporté un sac rempli d'argent et les 4 parachutes demandés. Dan Cooper a alors autorisé tous les passagers et 2 hôtesses de l'air de quitter l'appareil. C'est lors du ravitaillement du carburant qu'il a fait part son plan à l'équipage restant. L'avion se dirigeait vers le sud-est par le Mexique. Il a alors arrêté avec un arrêt de ravitaillement prévu au Nevada. L'appareil décollait 2 heures plus tard. Lors de l'atterrissage à Reno, Nevada, que l'absence du passager fut remarquée. Dan Cooper n'a jamais été revu. Aucun parachute ne fut retrouvé et l'argent de la rançon ne fut jamais dépensé. C'est en 1980 qu'un jeune garçon qui était en vacances avec sa famille en Oregon découvrit plusieurs paquets contenant de l'argent de la rançon. Rien d'autre ne fut trouvé. Récemment, l'une des cendres d'un des parachutes fut retrouvée sur l'un des possibles sites où Cooper aurait pu atterrir, entre guillemets. Donc, le mystère demeure complet. Nous avons juste une cendre des parachutes retrouvés qui ne porte aucun indice. Quelques paquets d'argent, mais encore là, pas tout l'argent. On ne sait pas s'il est peut-être mort, disparu, il est peut-être parti dans un autre pays, se sauver. Donc, on ne sait rien à propos de cette histoire. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'il a dit à l'hôtesse de l'air qu'il avait une bombe. Donc. Qu'a fait-il de cette bombe? Ouais. Où est-elle maintenant? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Donc, espérons que nous allons résoudre cette énigme dans les années qui suivent. On espère. On espère. Donc, troisième et dernière histoire. Donc, dernière histoire, c'est un peu plus courte mais impressionnante. C'est l'histoire des sœurs Pollock ça serait peut-être la preuve que la réincarnation existe. Dans le fond, la communauté scientifique n'a très peu de théories et de preuves envers la réincarnation, mais parfois il suffit d'une histoire pour se replonger là-dedans et y repenser et se dire peut-être que finalement c'est plausible comme théorie. Donc, comme c'est le cas pour ces sœurs Pollock. Donc, nous sommes en 1957. Deux jeunes anglaises, Joanna Pollock, 11 ans, et Jacqueline, 6 ans, sont mortes dans un accident routier. Donc, on suppose qu'ils sont morts à cause d'un accident d'auto. Un an plus tard, leur mère donne naissance à des jumelles, encore, Gillian et Jennifer. Lorsque celles-ci ont été capables de commencer à parler, elles ont commencé à identifier et poser des questions à propos des jouets de leurs anciennes sœurs, donc Joanna et Jacqueline, qui sont décédées. Allant jusqu'à dire des endroits que Joanna et Jacqueline connaissaient, par exemple l'école ou d'autres lieux publics comme ceci. Parfois, la panique s'emparait d'elles lorsqu'elles voyaient des voitures même arrêtées. « L'auto va nous frapper !» ont-elles crié à une occasion. Ce phénomène s'est atténué lorsque les jumelles eurent 5 ans, et elles ont par la suite vécu une vie totalement normale. Mais leur histoire s'est rendue aux oreilles du Dr. Ian Stevenson, un psychologue spécialisé en réincarnation. Après avoir étudié des milliers de cas, il rédigea un livre dans lequel il nomma 14 réincarnations qu'il croyait bien réelles, incluant celle des sœurs Pollock. Donc ça nous a fait plaisir de vous présenter ces 3 histoires encore inexpliquées à ce jour. Donc on en refera sûrement, ça m'a beaucoup plu. Ça me passionne, moi, les semaines. Donc si vous avez aimé, un gros pouce bleu, on s'abonne, puis on active la cloche de notification et on vous souhaite une bonne soirée. Ciao!